Vous me croyez morte, mais me voilà ressuscitée. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette toute nouvelle vidéo après un long moment passé loin des réseaux sociaux. J'ai décidé de revenir parce que il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre, il y a des sujets sur lesquels je veux qu'on échange. J'ai envie de partager avec vous le fruit de mon travail parce que je travaille sur pas mal de choses en ce moment et que je me dis que ça sert à quoi de garder tout ça pour moi. Surtout, j'ai envie d'ouvrir ma bouche en fait. Et je ne vois pas qui va m'en empêcher. J'ai vraiment envie qu'on parle de tout ce que j'ai traversé, de ma santé mentale, de l'importance de prendre soin de sa santé mentale, on va y revenir, du seum que j'ai créé, mais chez un nombre incalculable de personnes. Si vous saviez toutes les personnes qui ont le seum de Jay Hassani, c'est assez incroyable. Et le pire, c'est que ces gens-là, à un moment donné, ont réussi à rentrer dans ma tête et à me faire croire que je n'étais pas légitime de faire ça, là, ce que je suis en train de faire. Alors que je suis une meuf brillante, je suis créative, je suis incroyable. Et je suis surtout gênante, hein, n'est-ce pas, pour Babylone, mais pour tout le monde de façon globale. Des personnes qui aimeraient que les femmes noires prennent moins de place là. Alors on va commencer la vidéo, mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais remercier mon tout premier sponsor qui est Local Bio Food. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai déjà parlé un peu de Local Bio Food. C'est une initiative du Jardin de la Santé. C'est de la restauration rapide, mais pas n'importe quelle restauration rapide. C'est vraiment local, avec des produits locaux, bio, sains et surtout délicieux. Donc ce sont des éléments qui parlent beaucoup aux personnes qui sont sensibles à ces questions-là. Pour ceux et celles qui connaissent Malik, c'est quelqu'un qui a toujours été tourné vers les valeurs d'autosuffisance alimentaire. Les légumes et les fruits aussi viennent de son jardin, la viande vient de sa ferme, le poisson il est frais. Donc c'est vraiment le genre d'initiative que j'ai envie de voir fleurir un peu partout en Martinique parce qu'on a déjà tellement d'autres choses, hein, n'est-ce pas? On a déjà tellement de burgers, tellement de pizzas, tellement de kebabs, même des kebabs s'il te plaît, tellement de tout sauf des initiatives locales. Donc je trouve que c'est très intéressant de ramener ces valeurs ancestrales-là dans nos bouches et en plus d'être sain, d'être bon, d'être bio, d'être bon pour notre corps, pour notre santé, et bien c'est délicieux. Et puis il y en a pour tout le monde en fait, les personnes qui veulent des menus sans gluten, sans lactose, les gens qui mangent de la viande, les pescétariens, je sais pas ce qu'on dit exactement, pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ben, passez voir Malik du lundi au vendredi entre 11h et 15h à Jet Discount à la zone industrielle de la Jambette. Voilà. On a vraiment besoin de ce genre d'initiative parce que on fait un bilan en fait de notre vie sur Terre. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur Terre et le bilan que je fais, c'est que plus tu te tournes vers les valeurs babyloniennes, et plus c'est mauvais pour toi. Par exemple, prenons l'exemple de la bouffe. Tu te tournes vers ce que Babylone te propose, et bien, plus tu te tournes vers ça, plus c'est mauvais pour toi. Par contre, plus tu te tournes vers ce que tes ancêtres mangeaient, et plus c'est bon pour ta santé, tu te rends compte en fait. Tu te rends compte que c'est ça, cette logique-là qu'il faut appliquer dans nos vies parce qu'on voit bien que Babylone fonce dans un mur. On ne peut pas prendre le même train que Babylone et puis foncer avec lui, ça n'a pas de sens. Donc, méditez en l'air. Hein. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui me voient pour la toute première fois, je sais que vous êtes éblouis. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de faire connaissance, vous et moi, et vous verrez à quel point je suis un ange. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Je risque très fortement de ne pas du tout correspondre à ce à quoi vous vous attendez. Je fais ça souvent chez les gens. Les autres, eh bien, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous m'avez vraiment soutenu durant cette longue période de silence. Vous avez vraiment envoyé descendre l'amour sur moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, tous vos messages d'amour. Je sais que j'ai pas pu répondre à tous les messages, mais je sais qu'au moins je les ai tous lus parce que ça me touche énormément. Et vous n'avez pas idée à quel point ça me donne de la force pour continuer ce combat, même si parfois ça peut être un peu lourd à porter. Et quand tu es déjà extrêmement fatigué, qu'il y a énormément de choses qui te pèsent, que les gens n'imaginent pas du tout et qui te disent « c'est bien, Jay, il ne faut pas lâcher le combat ». Si, je vais lâcher, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je veux vraiment vous remercier. Merci pour votre amour, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci, 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 merci infiniment parce que Babylone nous a tellement malmenés, continue d'ailleurs à nous malmener qu'avoir un peu de soutien, ben, ça fait toujours plaisir en fait, ça fait du bien de se sentir soutenu de toute façon. Merci pour l'aide financière aussi parce que vous avez été quand même pas mal à donner à la cagnotte militante. Merci. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire mais pourquoi est-ce qu'elle reçoit tout ça de soutien, tout ça d'aide? Eh bien parce qu'en fait,
J'ai fait partie de ce groupe de Martiniquais qui a décidé tout simplement, vulgairement on va dire, j'essaie de faire les choses un peu concises, de remettre en question l'autorité coloniale blanche en Martinique. Et donc le fait de remettre en question l'autorité coloniale blanche, ça nous a apporté pas mal de problèmes. Je pense que le plus grave de tous ces problèmes, c'est qu'à l'heure où je parle, j'ai un ami qui est en prison. Non pas parce qu'il a fait quelque chose de grave, mais tout simplement parce que lui aussi dit à la France et à l'autorité coloniale, what the fuck, c'est quoi ce bordel? J'aurai le temps de revenir sur son dossier, de vous expliquer en long, en large et en travers ce qui se passe avec Edwin. En attendant, je vous remercie pour ceux qui ont donné à la cagnotte parce qu'on a besoin de cet argent, comme je l'explique dans la description, pour assurer les frais d'avocat, assurer aussi le bien-être d'Edwin en prison, assurer que tout va bien et que s'il a besoin d'argent, s'il a besoin de quoi que ce soit, sachez que la cagnotte aussi sert à ça. Et pas seulement à Edwin d'ailleurs, parce que c'est pas le seul à avoir des problèmes. En fait, Edwin, c'est le cas le plus grave, mais chacun d'entre nous, depuis 2019, c'est-à-dire depuis vraiment, on s'est positionné ouvertement contre l'État colonial français. On a, oui, pas mal de problèmes, on est harcelé dans tous les sens. Alors, il y a énormément de choses. Au début, on communiquait beaucoup sur les réseaux, et puis on s'est rendu compte avec le temps que ça nous apportait pas mal de problèmes. Donc, du coup, on poste un peu moins, mais sachez que l'acharnement de Babylone sur nous ne s'est jamais arrêté. Encore il n'y a pas longtemps, Joey était convoqué, Similine elle a un procès là dans quelques mois. Enfin, moi aussi j'ai été convoquée récemment parce que je tiens des propos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, là, tout de suite là, avec vous, il y a des agents, des gens qui sont payés pour surveiller ce que je dis sur les réseaux sociaux. Et quand je dis quelque chose de travers, on me convoque, Mais ça c'est marrant parce que la dernière fois on m'a convoqué parce que j'ai insulté le préfet de la Martinique. Alors que toute l'île de la Martinique a insulté le préfet et sa maman. En tout cas, sachez que, comme je vous l'ai dit, voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Je pense que dès que tu es clairement identifié comme une personne qui essaye de nuire à la stabilité de l'État colonial, tu es fiché. Et ça c'est nos vies, en fait, depuis 2019. Mais en tout cas, merci pour cette aide financière-là. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, let me introduce myself. Moi, du coup, j'ai beaucoup buzzé. J'ai commencé à buzzer sur les réseaux par rapport à la question du chlordécone en Martinique, qui est en fait un génocide par empoisonnement qui a été commis sur les populations guadeloupéennes et martiniquaises. Et on a fait énormément de choses pour pouvoir dénoncer ça. Et on a vraiment mis pas mal de choses en place pour faire du bruit sur cette question du chlordécone. Je pense qu'on a fait un très bon travail puisqu'à un moment donné, tout Internet parlait du chlordécone. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, c'est important de revenir dessus parce qu'il y a eu un procès sur la question du chlordécone. On a eu du coup, le résultat du procès, c'est un non-lieu. Alors que voilà l'histoire. On a des descendants d'esclavagistes. Oui, des fucking descendants d'esclavagistes eux-mêmes, là. Les mêmes familles qui pratiquaient l'esclavage, ce sont elles en fait qui ont empoisonné les Martiniquais et les Guadeloupéens. Tout ça parce que ils font de la monoculture intensive de bananes. Quand tu fais de la monoculture intensive, ce n'est pas naturel, donc la nature essaie de reprendre sa place. Et donc il y a une petite bête qui détruit les champs de bananes. Parce qu'il y a trop de champs de bananes en fait. Mais le béquet, lui, il se dit pas qu'il y a trop de champs de bananes, il se dit juste qu'il faut tuer la bête qui détruit ces champs de bananes. Il a utilisé un poison nocif, extrêmement nocif. Il savait que le produit était nocif puisque... Oh, je suis tellement marre de répéter cette histoire-là, mon Dieu. Est-ce que je vais répéter cette histoire-là toute ma vie? J'en ai marre, j'ai soif, tellement je répète cette histoire. Il savait que le produit était nocif puisque c'est un produit qui a été interdit aux États-Unis, tellement il était dangereux. Mais le béquet n'en a rien à foutre. Il a racheté le brevet de ce produit interdit, a continué à en faire en fait pour le commercialiser. Pour pouvoir utiliser ce produit extrêmement dangereux, bien sûr, ils ont demandé des dérogations à la France. Jacques Chirac a trouvé totalement normal d'autoriser l'utilisation du produit en Martinique et en Guadeloupe alors que le produit est formellement interdit en France. Et ils savent très bien pourquoi le produit est formellement interdit en France. Et donc voilà, les descendants d'esclavagistes avec la France, main dans la main, ont empoisonné les peuples martiniquais et guadeloupéens. Donc du coup, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser ça passer. On a vraiment secoué, retourné notre île pour se faire entendre sur cette question du chlordécone. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est que les terres sont empoisonnées pour des centaines d'années. L'eau est empoisonnée pour des centaines d'années. On bat des records assez incroyables, nous les femmes ici en endométriose,
Et on a prouvé d'ailleurs le lien entre les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les pesticides, dans le chlordécone, et l'endométriose. Le lien a été prouvé. Les frères, eux, sont premiers au monde en cancer de la prostate. L'endroit au monde, non mais écoute ça, j'en habite sur une île qui n'est pas très grande. L'endroit au monde où il y a le plus de cancer de la prostate, c'est en Martinique, à cause de cette question du chlordécone. Et puis, on a bien sûr les premières victimes de cet empoisonnement-là, qui sont les ouvriers agricoles, qui aujourd'hui sont malades, portent en eux toutes sortes de maladies, et qui, en plus de ça, après avoir passé une vie de misère à travailler pour le béquet, être exploités par le béquet, être empoisonnés par le béquet, ces gens-là aujourd'hui touchent une retraite de misère, avec les maladies qui vont avec tout ça. Donc bon, ça fait quand même pas mal de choses, je trouve. Laisser tout ça sous silence, ce n'était pas du tout envisageable. C'était pas possible une seule seconde, donc on a fait ce qu'on avait à faire. Donc voilà ce que la France nous dit aujourd'hui. Donc l'issue de ce procès, c'est qu'il y a un non-lieu. C'est-à-dire qu'on sait qui a empoisonné, on sait qui a fait de l'argent avec l'empoisonnement, on sait qui est malade, on sait tout ça, mais il y a un non-lieu. Non-lieu alors que les ouvriers agricoles ont le cancer. Non-lieu alors qu'on est les premiers au monde en cancer de la prostate. Non-lieu alors qu'il y a autant de prématurés. Non-lieu alors que l'eau est empoisonnée, la terre est empoisonnée. Non-lieu alors que les pêcheurs ne peuvent plus pêcher parce que c'est empoisonné. Non-lieu alors que j'ai mal au ventre. Non-lieu. Ça ne me surprend pas personnellement qu'il y ait un non-lieu parce que la France nous a toujours méprisés. Je ne sais pas ce qu'on attend d'elle en fait. La France nous a toujours traités comme de la merde et a toujours traité les colonies françaises là comme des poubelles. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et est-ce que je vais attendre du coup que la France répare pour me réparer moi-même? Si je dois attendre que la réparation vienne de la France, je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais me réparer. Ça fait partie de toutes ces problématiques du colonialisme, n'est-ce pas? Le fait d'être gouverné par la France. Moi, je n'ai que 30 ans et je constate que c'est un véritable problème parce qu'on ne pourra jamais évoluer en tant qu'île tant qu'on sera gouverné par la France. Parce que notre destinée, c'est d'être gouverné par la France. On ne nous donnera jamais les clés pour être autre chose que des personnes colonisées, en fait. Moi, je n'attends plus rien de la France. J'ai clairement décidé de ne pas participer à ce système. Tant que c'est possible. Après, je suis prisonnière, je suis là, donc... Mais tant que je peux, en fait, I'm out. C'est ce qu'on appelle un marron. On a vraiment dû mobiliser tous nos moyens pour faire parler de ce scandale-là, parce qu'on savait que personne ne le ferait pour nous. Donc on a pris tous les moyens qu'on avait en notre possession. Donc moi, j'avais les réseaux sociaux. Et donc, se servir de ça pour en faire parler. Mais le point, c'est qu'on savait très bien que personne n'allait le faire pour nous. Pour moi, c'est comme la question du non-lieu, en fait. Moi, je n'attendais pas autre chose de ce procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Babylone me fatigue. Je suis habituée. Je ne vais pas mettre mes espoirs là où ils n'ont pas à être. Par exemple, est-ce qu'on va attendre que l'issue du procès soit en notre faveur pour commencer à manger sainement? Est-ce qu'on va attendre que la France prenne des dispositions de dépollution, de distribution de fruits et légumes sains? Ils vont rien faire. Ils vont juste nous empoisonner et puis ils vont nous envoyer nous faire foutre. Allez, démerdez-vous avec le poison. Est-ce que j'attends que la France fasse quelque chose? Non, à un moment donné, la France, là-bas, et moi, je me prends en main et je me répare toute seule, en fait. Et c'est ce que je dis dans ma toute première vidéo, d'ailleurs. Si vous voulez entendre parler un peu plus du scandale du chlordécone, vous pourrez voir sur ma première vidéo, qui était une intervention publique au Grand Carbet du Parc Flora, où je parle du chlordécone et je dis qu'en fait, l'aspect de la réparation qui m'intéresse le plus, c'est l'auto-réparation. Peu importe l'issue du procès, en fait, on est dans l'urgence. Il faut qu'on se prenne en main. On ne peut pas attendre que la France nous emmène des solutions. Elle ne le fera pas. C'est clair? Elle ne le fera pas. Donc on nous fait nous-mêmes. Les béquets n'ont jamais payé pour l'esclavage, mais quelque part, on s'attendait à ce qu'ils payent pour le chlordécone. Donc voilà comment moi, je m'auto-répare. Premièrement, j'emmerde les béquets. Mais je les emmerde. Oh, mais je pense que là, c'est bon. Vous avez compris l'information, je pense. Vu que personne ne va leur faire payer pour le crime qu'ils ont commis, les crimes... Déjà, ce sont simplement des béquets. Déjà, juste être béquet, c'est problématique. En plus, les gens empoisonnent dans le plus grand des calmes des populations noires, en fait. Et on continue de leur donner notre argent? Mais ça ne va pas. C'est insensé de faire ça. Personne ne veut les faire payer, certes, soit. Mais moi, je ne vais pas leur donner mon argent. Parce qu'à un moment donné, ça suffit de se foutre de nos gueules comme ça, en fait. Ça suffit de venir nous parler de justice alors que ces gars-là commettent des crimes à longueur de journée impunément. Donc oui, premièrement, j'emmerde les béquets. Je ne donne pas mon argent aux béquets. Je n'achète pas de produits béquets.
j'essaye de m'en sortir sans les béquilles en fait. Et c'est possible de le faire parce que deuxièmement, justement, comment je m'auto-répare, eh bien, je valorise toutes ces alternatives qui existent parce qu'il y a déjà plein de gens en fait qui aussi emmerdent les béquilles, qui sont fatigués, ça fait des années en fait, et qui créent des alternatives. Donc moi, non seulement je valorise ça et c'est là où je mets mon argent en fait. C'est de ça dont je vais parler et pas d'autre chose. Donc, valoriser les alternatives à ce que les béquilles proposent, il y en a. Il y en a quand même beaucoup. Donc, valoriser ça, mettre tout en œuvre. By any means necessary. Malcolm X disait, ben voilà, par tous les moyens nécessaires, moi je fais comme je peux avec les moyens que j'ai pour valoriser ces alternatives-là. Troisièmement, eh ben, j'apprends à planter ma nourriture sainement. Comme j'ai dit, je ne vais pas attendre que la France mette en place des solutions de dépollution pour manger sainement. J'ai eu la chance d'être formée à la permaculture et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus, si vous aussi voulez être formée à la permaculture, vous pourrez vous rapprocher de Permactivie sur Instagram ou alors participer aux ateliers qu'on donne tous les derniers dimanches du mois à l'occasion de Newma. Donc abonnez-vous à Permactivie pour en savoir plus. C'est pire que nécessaire en fait que d'apprendre à planter sainement. Moi je me rends compte que ben, ce n'est pas des choses qu'on m'a appris. Si moi-même je n'étais pas allée, et heureusement qu'il y a eu le tout premier confinement, qu'il y a eu cette pause-là pour que ben, je puisse remettre en question mes valeurs aussi, savoir, bon ben, je prône certains discours, mais est-ce que je sais planter une dachine en fait? Non, est-ce que je sais planter une tomate, ne serait-ce qu'une laitue? Non, je ne savais pas le faire, donc maintenant je sais le faire et je suis contente et je pense que ça fait partie de notre autoréparation en tant que peuple martiniquais et guadeloupéen. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a nos anciens qui ont toujours su planter à manger en fait. Alors qu'il faut peut-être parfois par endroit, en fonction de là où on est, trouver des techniques hors sol, etc. Mais apprendre à planter, remettre sa main dans la terre, revenir à ces valeurs-là, c'est un impératif selon moi. Et tout le monde devrait savoir le faire. On ne devrait pas acheter de tomates, ni d'oignons, de persil. En fait, des choses comme ça, à la base, ça devrait pousser même sur un balcon, même si tu n'as pas de jardin. Moi, j'ai pas de jardin là, mais je fais pousser à manger en fait. Parce que l'autosuffisance, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas inculqué. Au contraire, on nous a inculqué la consommation, la surconsommation et surtout consommer des choses dont tu n'as pas forcément besoin, mais juste pour le plaisir de consommer, tu vois. Bref, voilà comment moi, je m'auto-répare. Et je pense que c'est le moment vraiment de penser à ces questions d'autosuffisance parce que c'est la guerre en Europe. Hein. Donc à n'importe quel moment, ton côlon va prendre cher. Et si ton côlon ne mange pas, tu ne manges pas. Ouh, moi je vais manger. Je veux vraiment m'assurer de pouvoir répondre à mes besoins sans dépendre des béquilles. Parce que je pense que c'est ça l'objectif, en fait, de ne pas dépendre. Ne pas dépendre de qui que ce soit, d'ailleurs. En tout cas, sachez que ce qu'on a fait, nous, en Martinique, entre 2019 et 2020-2021, un peu, c'est-à-dire remettre en question l'autorité coloniale blanche, ça fait au moins 4 fois que je dis ça dans cette vidéo. Sachez que ça nous a coûté cher, ça nous coûte cher jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pas terminé en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a notre ami qui est en prison, mais je pense que chacun d'entre nous a été extrêmement impacté au niveau de sa santé mentale. Mon Dieu, moi, je vais parler de moi, je pourrais pas parler pour les autres, mais j'ai envie d'être très transparente sur le fait que j'ai fait une dépression. Et je peux le dire aujourd'hui face caméra dans le plus grand des calmes, mais pendant un moment, je me voilais la face parce que non, dépression, ça c'est pour les faibles. C'est qui ça? Moi, c'est en forme joke. I'm a strong black woman, je suis une femme forte, moi, et la dépression, je suis pas en dépression, qu'est-ce que tu racontes? Et je me suis rendu compte à quel point c'est extrêmement toxique et autodestructeur d'avoir cette espèce de raisonnement, c'est-à-dire qu'on ne s'accorde pas le fait d'être vulnérable. La vulnérabilité, on l'associe à la faiblesse et je me suis fait énormément de mal en fait parce que j'étais vraiment malmenée en fait. Je prenais des sales coups, hein. Pas des coups physiques, à part les gendarmes. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de coups et pendant un moment, j'étais en mode non, c'est bon, moi je suis forte, je tiens et tout. Mais frère, non en fait. Et je suis vraiment heureuse parce que le fait de traverser cette période très chaude, ça m'a permis premièrement de voir un psy pour la première fois de ma vie. Je veux vraiment recommander aux gens d'aller voir un psy parce que moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et je sais qu'au sein de la communauté, quand on parle de psy, tout de suite on dit mais je vais pas aller voir un psy, je suis pas folle. C'est pas ça le point en fait. Et oui, très certainement pas folle, mais on a tous des tchaks. On a tous des tchaks à régler en fait. Donc il faut arrêter de se positionner en mode, surtout sur les questions de psychologie, de psychiatrie. Au final, on n'y connaît absolument rien en fait. On devrait vraiment avoir ce réflexe-là. Tout comme quand tu as mal aux dents, ben, tu vas voir un dentiste, tu as un problème au pied, tu vas voir un podologue. Quand ça ne va pas là-dedans, il faut aller voir un psy en fait. Ça devrait être un réflexe. Et moi, je suis heureuse d'avoir
pu faire ça parce que ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre et d'y voir plus clair et de mieux accepter aussi, ben, en fait, non, ça ne va pas. Entendre que ça ne va pas, ne pas faire mon auto-diagnostic et dire « Oh, mais non, tout va bien, je suis forte ». Non, ça ne va pas, en fait. Accepter ça. Et puis, deuxièmement, le fait de traverser, ça aussi, ça m'a permis de comprendre l'importance de s'entourer de personnes bienveillantes. Oh, parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qui est responsable de ta dépression, c'est ton entourage. Et on n'a pas idée à quel point on accepte des choses, on subit en les pensant normales, ou en se disant « mais oui, mais c'est mon ami depuis longtemps, même c'est ma famille ». Bon, non, en fait, c'est pas parce que c'est ta famille que les gens sont bienveillants, en fait. Parfois, il faut savoir identifier ça, savoir prendre du recul, et puis apprendre à s'entourer des personnes bienveillantes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris, et je suis heureuse parce que après, je ne dis pas qu'on est à l'abri d'un clash et tout, mais je sais que même si demain on a un désaccord sur quoi que ce soit, mais les gens que j'appelle mes proches aujourd'hui ne me font pas du sale comme on a pu m'en faire, mon Dieu, ces dernières années. Voilà, moi je suis reconnaissante de ça parce que j'ai vraiment appris à prendre soin de ma santé mentale, à me prioriser, à écouter mes émotions parce que je suis en mode non, tout va bien. Non, non. Écouter, prendre le temps d'écouter ce que je ressens, de comprendre, d'analyser, d'observer, de prendre du recul, de tout ça. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, je voudrais remercier Beautiful Pandere, j'espère que je prononce bien, qui a fait une superbe vidéo très concise, mais qui est pour moi excellente, sur Instagram, sur la dépression dans la communauté noire. Et je trouve que c'est un très bon sujet parce qu'on n'en parle pas assez en fait. C'est encore un sujet tabou pour nous. Je me suis totalement reconnue dans sa description de ce que c'est que la dépression. Je trouve qu'aborder ces sujets-là de plus en plus, c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut se soigner. Surtout nous les Noirs, en fait, on porte beaucoup trop de traumas en nous. Et des traumas, même t'es même pas encore né, t'as déjà des traumas en fait. Parce que frère, le truc est héréditaire. Ça se transmet dans ton ADN et tu vas le transmettre à ton enfant en fait. Donc on a tout intérêt à briser ces traumas-là dès maintenant. Et puis j'ai l'impression que le trauma, moins tu le soignes, plus il prend de la place comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, ben, il a toute la place. Tu n'es plus toi, tu es le trauma. Donc il faut guérir à un moment donné. Allons guérir. Vraiment, c'est super important en fait, de prendre soin de sa santé mentale. Et je regrette d'avoir eu 28 ans pour m'en rendre compte. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'on en parle de cette question de la santé mentale dans les espaces militants parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui souffrent en fait dans ces espaces-là. Du coup, on nous parle toujours des grandes figures noires, mais on ne nous parle jamais de la charge mentale et de la pression que c'est que de se positionner clairement contre un système en fait. Comme on ne m'a rien dit, moi je le dis pour les générations à venir, prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant toute chose. De toute façon, vous ne pouvez pas mener de combat. Tu ne peux pas révolutionner les gens si tu n'as pas fait la révolution en toi d'abord déjà. Ça, c'est un peu pour citer Fanon. Mais aussi, prends soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Donc, prendre soin de sa santé mentale et ne pas avoir peur de dire « bon, ben je lâche, bon, ben stop, ben non, je ne vais pas aller ». Et en plus, il me semble qu'avec l'assurance maladie, ils ont mis en place un dispositif de remboursement des séances chez le psychologue. Il me semble, je ne suis pas sûre. Je trouve que c'est une bonne initiative. Après, c'est très parlant. Ça veut dire qu'on est dans une société qui nous malmène tellement psychologiquement que là, maintenant, ils t'offrent des séances chez le psy. Mais je pense qu'on devrait en profiter et aller se soigner mentalement parce que c'est important. Après, j'espère que parmi tous les psychologues qui acceptent de mettre ça en place, qu'il n'y ait pas que des blancs parce que moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Je ne pourrais absolument pas le faire que de m'asseoir devant un blanc pour lui raconter mes problèmes. C'est impossible. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi dans le dispositif là que l'assurance maladie veut mettre en place. En tout cas, voilà, personne ne parle jamais de ça. Personnellement, il a vraiment fallu que j'expérimente le fait d'être dans un mouvement social, d'être dans la lutte, pour comprendre à quel point c'est pesant, à quel point ça fout la pression, à quel point tu ne dors pas la nuit, à quel point ton cerveau est toujours dans tous les sens. Et je pense que s'il y a bien des personnes susceptibles d'être en dépression, ben, ce sont les militants. C'est ce dont parle Fanon, de la santé mentale et du soin. Et c'est vraiment une obsession pour, je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas moi et les personnes dont je m'entoure, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est quelque chose dont on parle tout le temps parce qu'en fait, on n'a jamais fini de se soigner. En fait. Surtout quand on est dans une colonie française. François Fanon, l'anticolonialiste, psychiatre. Il est psychiatre, le gars, en fait. C'est-à-dire qu'il comprend comment ça fonctionne là-haut. Il n'est pas poète, il n'est pas, je sais pas, il est psychiatre.
Et c'est important de comprendre Fanon, de lire Fanon, de s'imprégner des écrits de Fanon pour comprendre ce qui nous arrive. En fait, moi, c'est une obsession. J'ai toujours envie de comprendre ce qui m'arrive. J'ai toujours envie de comprendre ce qui se passe, ce qui m'arrive. Je suis toujours en train de fouiller. Après, il y a des personnes qui s'en foutent, il y a des gens qui subissent, qui se laissent malmener, qui vont à gauche, qui vont là où le vent souffle et qui ne se posent pas de questions. Moi, je me demande toujours pourquoi le vent souffle, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si quand on est exposé en tant qu'artiste ou en tant que humoriste ou je ne sais pas, en tant que personnalité publique, normale, j'ai envie de dire, si c'est la même pression, parce que je trouve que être clairement positionné comme contre la France, et c'est chaud, hein? C'est une sacrée pression que je me mets moi-même en fait à un moment donné, surtout que les choses sont un peu tombées sur moi comme ça, les gens commencent à me suivre de ouf et j'avais pas prévu, tu vois, cette ascension-là, elle est un peu sortie de nulle part. Et à un moment donné, je suis en train de me dire, mon Dieu, mais il y a tout ça de personnes qui sont abonnées, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces abonnés-là? Il faut que je leur propose des trucs, et alors que pendant que je suis en train de me dire, il faut que je propose des choses à mes abonnés, mais je suis au bout de ma vie, en fait. Et je suis complètement dépotelée, et j'aurais pu, en fait, continuer à avancer comme si tout allait bien. Non, moi, tout va bien. Mais regarde, je vais bien. De quoi tu parles? I'm a strong black woman, ok? Mais en fait, je n'allais pas bien, et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce temps-là pour moi, d'avoir pris du recul, d'avoir observé de loin. Je ne regrette pas du tout parce que j'avais besoin de ça, en fait. Et maintenant, je reviens, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai des choses à proposer et je suis aussi beaucoup plus à l'aise pour les proposer, alors qu'avant, ce n'était pas nécessairement le cas. En plus, sur cette question d'abonnés, je sais très bien que la moitié des gens qui sont abonnés à ma page sont abonnés parce qu'ils aiment bien ma tête, mais qu'ils n'en ont absolument rien à foutre de mes idées. Et c'est ça aussi le revers du pretty privilege. Et ça, je le vois, le pretty privilege, je sais que les gens n'en ont rien à foutre de ce que je dis. Je le vois quand les sœurs me disent « Mais c'est quoi ton fond de teint ?» Ou que les frères me disent « Ah ouais, mais... Tu vois, ils essayent de communiquer avec moi, je ne comprends pas. Les rares interviews que j'ai faites, les gens me posent souvent la question « Jay, est-ce que tu penses avoir bénéficié du pretty privilege ?» Et je trouve que la question est mal posée parce que, bon, la réponse me paraît évidente. La question, c'est plutôt est-ce que j'ai check mes privilèges? Et j'essaye le plus que possible. Après, je n'ai jamais fini d'apprendre. Je suis sûre qu'il y a encore plein de points sur lesquels je suis problématique et je reste ouverte à toutes les critiques constructives sur cette question-là. Mais j'essaye le plus que possible de ne pas exister uniquement à travers mon privilège parce que c'est ça le problème du pretty privilege. Généralement, les gens qui sont considérés comme beaux par la société babylonienne, ils ont tendance à former toute leur identité uniquement sur le fait d'être beau. Et donc du coup, quand le privilège s'en va, le privilège peut s'en aller, tu peux vieillir, tu peux avoir un accident, tu peux, je sais pas, retirer ton make-up. Du coup, quand le privilège s'en va, ils ont le sentiment que leur identité s'en va. Du coup, ils deviennent fous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut consulter un psy. Je pense que l'erreur qu'on fait quand on a des privilèges, je pense que là, peu importe le privilège, c'est d'exister uniquement à travers son privilège, de ne se présenter que par son privilège, dire que voilà, moi je suis le privilège. Et c'est dommage parce qu'avant d'être des privilèges, en fait, on est des êtres humains. Et en fait, quand on met la question de l'humain, ben, on est tous à égalité. Alors que sur la question des privilèges, bon, ça s'appelle un privilège, donc Babylone va plus te chouchouter de toi parce que tu as tel ou tel privilège et plus s'acharner sur d'autres personnes qui n'ont pas le privilège. Une fois, il y a une CC qui s'appelle Célia, d'ailleurs, que j'embrasse, qui m'a posé une question parce qu'elle m'aidait un peu à comprendre cette question de privilège-là. Et elle m'a dit, quels sont tes privilèges selon toi? Et je trouve que c'est une superbe question à poser aux gens parce que des fois, j'ai des métaphores assez bizarres, mais si tu t'accroches bien, tu peux comprendre. Pour moi, le fait d'être dans ce système capitaliste-là, c'est comme un jeu, comme un énorme jeu auquel on est tous forcés à jouer en fait. Mais personne ne veut jouer. Mais Babylone nous force à jouer à ce fucking jeu de merde. Dans le jeu, Babylone te distribue certaines cartes à toi, puis il y en a d'autres à qui ils vont pas distribuer des cartes, etc., etc. Et ces cartes-là, ce sont tes privilèges. Maintenant, sachant que personne ne veut jouer à ça et qu'il y a des gens qui souffrent en fait dans ce jeu-là, que ça amuse. Il y en a que certains ça amuse parce qu'ils ont des privilèges, il y en a d'autres en fait qui prennent cher dans le jeu. Toi, avec tes cartes en main, tes privilèges en main, tu ne les as pas choisis, on te les a donnés, tu n'as même pas demandé en fait. Le problème, c'est pas ce que tu es. C'est ce que tu en fais au final. Est-ce que tu vas jouer au jeu du système capitaliste ou est-ce que tu vas te servir de tes cartes pour détruire le jeu? C'est ça pour moi, comment est-ce que je vois
Babylone et les privilèges. Oui, on a tous des cartes en main. Comment tu utilises tes cartes? Est-ce que tu utilises des cartes pour alimenter le jeu? Sachant que quand tu alimentes le jeu, le jeu va te récompenser encore plus. Tu vas grimper dans l'échelon du jeu. Tu vas être, je sais pas, une superstar. Tu vas avoir plein de followers. Tu vas éclater, je sais pas quoi. Ou est-ce que tu te sers de ces privilèges-là pour fire burn le jeu? On a des privilèges, certes, mais on n'est pas nos privilèges. Avant d'être des privilèges, on est des êtres humains. Et quand on est des êtres humains, en fait, on est tous sur le même piédestal. Tu peux être un être humain homme, femme, blanc, noir, gay, hétéro. Mais humain, en fait, avant tout, en fait. Et c'est suffisant. C'est suffisant d'être humain, en fait. Juste humain, c'est super top. Ça fait tellement longtemps qu'on joue à ce jeu du système capitaliste qu'on oublie, en fait, que ce n'est pas normal. Mais en fait, la colonisation, je le répète parce que les gens ont tendance... Les gens s'y sont tellement faits que c'est bon, c'est... Mais en fait, la colonisation, ça n'a rien de normal, ni d'humain. D'ailleurs, pour revenir sur cette question d'humain. Moi, sur les réseaux, j'ai toujours une certaine frustration où je me dis, je trouve que les gens ne parlent pas assez de ci ou de ça. Oui, mais bon, j'aimerais qu'on apporte quand même cette perspective-là sur ce sujet-là et tout. Et au lieu de vous se péter dans mon coin, j'ai décidé d'incarner ce que je veux voir sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que je suis de retour. Je suis de retour pour vous emmerder. Pour emmerder Babylone, pour emmerder le système colonial. De toute façon, visiblement, il faut de tout pour créer un monde. Il faut bien des oppresseurs, des personnes qui subissent l'oppression en s'en foutant complètement, faisant comme s'il n'y avait pas d'oppression. Et puis, ceux qui subissent l'oppression et qui vont ouvrir leur bouche, en fait, qui n'auront de cesse de dénoncer ce qu'ils subissent. Donc voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi prendre la place que j'ai envie de prendre, en fait. Et poussez-vous. On va vraiment parler de pas mal de choses sur cette page-là, de mon expérience de femme noire martiniquaise colonisée par la France. On parlera de panafricanisme, on va parler de cécénité, on parlera de la lutte, on parlera de toutes ces choses qui me trottent dans la tête. Mais on abordera des sujets un peu plus soft aussi, on va dire. On parlera de notre existence aussi, tout simplement, parce qu'on est toujours dans une espèce de résistance acharnée. Résistance, allez, résiste. Non, frère, je résiste pas. Je n'ai pas à subir ça. Je ne résiste pas, en fait. J'existe. Et donc voilà, l'objectif n'est pas de vous plaire, hein, bien évidemment, l'objectif c'est de faire mes affaires, de parler de ce dont j'ai envie de parler, d'aborder tous ces sujets-là qui travaillent mon esprit tout le temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. En description, vous trouverez le lien pour la cagnotte et aussi le lien de ma page Instagram et de la page Instagram de ma marque aussi, parce que je sais que vous avez envie de ces petites boucles d'oreilles qui sont trop mignonnes en graine job. Voilà. Donc, abonnez-vous parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!